Ok. Ce cours-là est dédié à la Refoua Shlema, à la guérison complète et rapide de Moshe ben Arlet, Betor Koshach Olam Israël. On passe maintenant à la cachérisation des ustensiles pour Pessah. Évidemment, il y en a qui préfèrent acheter des nouveaux ustensiles, des nouvelles casseroles. C'est conseillé parce que c'est plus simple, des fois c'est moins de travail, mais des fois il n'y a pas les moyens non plus. On ne peut pas toujours acheter un nouveau four, acheter un nouveau granit Il y en a qui ont deux cuisines, hein. Il y a des gens qui ont le luxe, qui ont une cuisine Pessah, une cuisine... Bon, mais ce n'est pas notre cas. Donc il y a des lois assez compliquées de cachérisation des ustensiles pour Pessah. Nous verrons les points principaux. Ça vaut la peine quand même d'appeler un rave si on a des questions pour savoir qui, quoi, comment, donc où, parce que des fois il y a beaucoup de détails, on n'aura pas le temps de les voir vu que ces lois sont assez compliquées. En deux mots, de quoi il s'agit. La Torah nous dévoile, lorsque Moshe Rabbeinu part avec le peuple d'Israël en guerre pour conquérir le pays de Midian. Ils partent 12 000 soldats, bien que l'armée israélienne fait 600 000 soldats. 12 000 partent au combat, 1000 par tribu. Que font les 588 000 restants? La moitié pris et la moitié étudie. Les 12 000 partent en guerre et gagnent la guerre. Et ils ramènent un butin très grand. La Torah va d'ailleurs dénombrer ce butin. Et Moshe leur dit, les ustensiles que vous avez maintenant pris des Midianites, qui sont des ustensiles dans lesquels ils ont cuit de la viande de cheval, de la viande d'âne, de la viande de porc, d'accord, tas de choses qui sont interdites pour nous. Alors, les ustensiles qui sont utilisés sur le feu, directement à sec, ça veut dire des brochettes, une casserole sur laquelle je mets un aliment, mais à sec sur le feu. Alors, moyen d'enlever les parties imbibées d'aliments interdits. Cette brochette, tu as fait une brochette de porc. Maintenant, la brochette, elle s'est imbibée d'un peu de matière de porc. Cette brochette est interdite, on ne peut pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour la cachériser? Il faudra la même utilisation qu'elle a eue, lui refaire et en plus fort. Ça veut dire, si on prend maintenant une brochette, on la met sur le feu, une brochette avec du porc, si on veut maintenant l'autoriser, il faut la prendre sans porc, bien nettoyer d'abord qu'il n'y a rien du tout dessus, que ce soit propre, et la mettre sur le feu. Mais pas un feu simple, il faut un feu à un point tel que des étincelles sortent du fer. Vraiment rougir le fer, qu'il soit vraiment rouge, presque à blanc, d'accord, qu'il y ait des étincelles qui sortent de cette brochette. Cette brochette devient permise. Ce qui est utilisé en cuisson, une casserole, d'accord, je cuis maintenant mon escalope de porc, d'accord, un bon jambon, d'accord, de porc que je suis en train de cuire maintenant dans la casserole. Comme on la cachérise, alors on prend la casserole, et vu qu'elle a reçu, comme elle a cuit le porc, comment elle a reçu le porc? Par le fait d'une cuisson à eau, je dois maintenant prendre ma casserole, la verser dans une grosse casserole, on prend un grand bidon comme ça plein d'eau, de l'eau bouillante dans laquelle il y a l'eau bouillante où il y a des bulles, d'accord, vraiment à 99-100 degrés, et je trempe la casserole dans l'eau. Ce qui est utilisé maintenant, c'est quoi? On appelle klirishon, d'accord? Peut-être on va parler, il y a le feu, après il y a cuisson dans une casserole qui est sur le feu, on appelle ça klirishon, ustensile numéro 1. Kli, ustensile, rishon numéro 1. Il est sur le 1, il est sur le feu lui-même. Maintenant, si j'utilisais un aliment interdit, un ustensile interdit, en y versant un aliment. Par exemple, j'ai maintenant un plat de fer par exemple, dans lequel je verse maintenant j'ai maintenant une soupe de cochon, n'est-ce pas? Alors, je la verse maintenant dans un plat, d'accord? Ce plat-là, comment on va le cachériser? En y versant de l'eau bouillante. Tout simplement. Donc, j'ai pris une fourchette ou une cuillère et j'ai mangé la soupe de girafe. Non, girafe c'est cachère. La soupe de cheval. D'accord? J'ai mangé maintenant la soupe de cheval. Ou manger aussi de la vache. D'accord? La vache qui n'a pas été égorgée comme il se doit. Tout ce qui est taref, tout ce qui n'est pas cachère. Alors maintenant, la cuillère, qu'est-ce qu'on en fait? Elle n'était pas sur le feu. On ne l'a pas trempée dans une casserole qui était sur le feu.
on n'a pas versé de la casserole sur la cuillère, on l'a trempé dans ce qui s'appelle un kli sheni, un deuxième ustensile. L'ustensile numéro 1, c'est celui qui est sur le feu. L'ustensile numéro 2, c'est celui duquel on a versé du 1 dans le 2, le deuxième. Maintenant, j'ai trempé dans le 2. Alors, comment on fait? On prend une casserole, on y verse de l'eau bouillante. Cette casserole, elle est kli sheni, elle est deuxième ustensile. Je prends maintenant mes fourchettes et mes couteaux, que d'habitude je n'utilise pas, un couteau je n'utilise pas en le versant, on ne le trempe pas dans une casserole numéro 1, d'habitude dans un plat, d'accord? C'est une casserole, c'est un plat numéro 2. Et on trempera les fourchettes et les couteaux dans l'ustensile numéro 2, le kli sheni, comme on appelle cela en hébreu. C'est un malouche qui va directement dans le keli rishon. Alors la louche, très bonne question. La louche, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, avant de te répondre, je vais encore donner une notion supplémentaire qui n'est pas très bien compréhensible. Les gens ne comprennent pas très bien pourquoi, mais ça explique aussi le pourquoi de cette chose-là. C'est marqué très clairement dans le Shulchan Aruch, dans la halacha. Pour cachériser un ustensile, on le cacharise d'après quel degré? Le feu lui-même, il faut le rougir au feu. Est-ce qu'on le cachérise dans une hagala? Hagala, c'est une cachérisation. Une cachérisation en kli rishon, en ustensile numéro 1, en ustensile numéro 2, en versé de numéro 1. Comment? Alors on ira d'après la majorité de son utilisation. Par exemple, une cuillère à soupe. Quelle est la majorité de son utilisation? Kli sheni. Deuxième ustensile, tu prends ta soupe maintenant. Mais des fois, tu prends une cuillère et tu la mets directement dans la casserole pour touiller un petit coup. Non, pour goûter de la casserole. La ménagère, elle prend, ça manque de sel, ça manque de poivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fourchette-là, avec cette cuillère-là? Est-ce qu'on va faire une agala, une cachérisation en kli rishon, vu qu'on l'a trempé une fois, en kli sheni? En kli sheni, deuxième. Pourquoi? Parce que la majorité de l'utilisation d'une cuillère, c'est fait en kli sheni. J'ai cachérisé un ustensile qui devait être cachérisé dans un keli sheni. Je l'ai cachérisé en keli rishoni. C'est certain que si quelqu'un devait cachériser un ustensile dans un kli sheni, dans un ustensile numéro 2, il l'a fait dans une cachérisation qui est plus dure, plus meilleure, en kli rishon, ou sur le feu, c'est certain que c'est bien, il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens, non. Mais même pas médiéval? Rien du tout. Rien du tout. Si quelqu'un doit faire une casserole qui est sur le feu, si maintenant on verse dans de l'eau bouillante, ou on la met dans une casserole kli sheni, on n'a rien fait du tout. Il faut la verser dans un kli rishon sur le feu avec l'eau qui bout avec des bulles. C'est pour cela que nous allons, dans tous les cas, d'après l'utilisation habituelle de l'ustensile qu'on veut cachériser. Si son utilisation elle est en kli rishon, ce sera en kli rishon, si en kli sheni, en kli sheni. Alors ta question maintenant, c'est pour une louche. Ben, c'est très simple, il faut demander à ta femme, chère madame, cette louche-là, d'habitude, tu l'utilises comment? Si tu l'utilises dans la casserole, sur le feu, alors il faut la cachériser. Vu que c'est habituellement ainsi, il faut la cachériser dans un bidon d'eau qui est sur le feu avec les bulles, kli rishon. Si elle l'utilise une fois qu'elle a enlevé la casserole du feu, elle a mis sur le chaï, sur le granit, et là maintenant elle prend pour servir dans les plats. Dans ce cas-là, il suffira de faire un irouï mikli rishon. C'est-à-dire on va verser de l'eau bouillante sur la louche. Inutile de tremper la louche dans le kli rishon, dans l'ustensile. On peut verser de l'ustensile qui était sur le feu, verser de l'eau sur la louche. Alors de la même, une fourchette qui me sert pour la grillade, j'ai une grosse fourchette en fer pour les grillades, ça je dois la cachériser au feu. Au feu. Au feu, à un point tel que des étincelles sortent. Ça veut dire en 2 mois, jette une nouvelle. D'habitude, quand on prend un morceau de métal, un ustensile en métal, on le rougeoie jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent, on met à la poubelle après. D'accord? Donc là, ça vaut vraiment la peine de racheter d'autres ustensiles. Bon, avant de faire une cachérisation, il est nécessaire de nettoyer complètement l'aliment, l'ustensile de tout aliment. La hagala, la cachérisation dans l'eau bouillante, ne nettoie pas. Elle enlève ce qui est dedans. Mais s'il y a encore une couche d'aliments, par exemple dans les anses, dans les manches, je ne sais pas, dans les interstices. On a ici en Israël un temps, il y avait beaucoup de casseroles en aluminium, il y a des petits trous noirs partout. S'il y a de la saleté dedans, ça ne cachérise pas. La cachérisation se fait sur un ustensile qui est absolument, complètement propre. Donc auparavant, il faut bien nettoyer.
enlever tous les caoutchoucs, enlever, dévisser les anses, tout bien, que tout soit bien propre comme il faut. On prend tout ça et on trempe dans la gala, dans la cachérisation. C'est quoi la différence entre les deux, entre Klishani et Klirishon? Klirishon, c'est de l'eau qui est sur le feu. Klishoni, c'est un récipient dans lequel on avait versé de l'eau qui était en Klirishon. On peut le remettre sur le feu, le cliché, on peut le remettre sur le feu si on veut maintenir l'eau bouillante, tant que ça nettoie mieux. Ça ne change pas son statut. Le Klishoni, Oui, le cliché-ni, il n'est pas sur le feu. Moi, je mets de l'eau bouillante maintenant et l'eau, elle diminue petit à petit. Alors, Tant qu'elle est bouillante, je peux le remettre sur le feu. tant qu'elle est chaude, c'est-à-dire elle fait 45 degrés, c'est valable. En tant que Klishoni. Dans les Kelly-Rishon, il y a deux types de Kelly-Rishon. Il y a les Kelly qui contiennent de l'eau et les Kelly qui directement ils sont sur le feu et Ça, c'est un Klirishon, on appelle ça toujours, c'est un cli dans lequel tu as de l'eau qui bout. une Sur poêle, le feu, c'est encore plus haut. une poêle, Alors, on va y arriver lentement. Maintenant, en général, on va faire tous les sortes d'ustensiles rapidement. Après qu'on a trempé dans l'eau chaude, il faut laisser un minimum de temps dans l'eau chaude, pas trop vite. Un minimum de temps, on va dire 3-4 secondes, d'accord? Après, on sort, on met dans l'eau froide. Nécessaire aussi, d'après la halakha, de tremper aussi directement dans l'eau froide. Si on a un ustensile qui est trop grand, tu as un beau plat de Pessar qui est grand comme ça, d'accord? Et la casserole est haute comme ça, la casserole dans laquelle tu fais la cachérisation. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu trempes une partie, tu sors, tu trempes l'autre partie. Il n'y a pas de problème. Tu mets à l'envers, tu trempes chaque partie. OK? Donc, tout est trempé, ça va. Pas besoin de faire tout d'un coup. Maintenant, on va y voir un peu quelle sorte de kelim comment on cachérise, quelle sorte d'ustensile. Keli, d'accord, c'est ustensile. Il y a beaucoup de mots culturels moitié en hébreu. Je répète un peu la terminologie. Keli, c'est ustensile. Keli Rishon, premier ustensile, c'est un ustensile d'eau qui est sur le feu. Irouille mikli Rishon, c'est versement. On verse depuis un kli Rishon. Je prends maintenant une fourchette, je verse dessus depuis un kli Rishon, un kli qui était sur le feu. Kli Sheni, c'est un ustensile dans lequel on a versé du kli Rishon. Un plat dans lequel maintenant il y a la soupe. D'accord? La soupe était dans la casserole, je versais la soupe dans le plat. Le plat, maintenant, on dit qu'il est kli sheni. Si je prends maintenant une cuillère et je la trempe dans un kli rishon, on va dire que c'est un kli sheni, la cuillère. Non, c'est un kli rishon. Alors, quand tu prends une cuillère, tu trempes dans un kli sheni, c'est un kli sheni. Ok. La Torah nous dira dans cette histoire de conquête de Midian que Moshe dit tout ce qui était dans le feu passe par le feu, tout ce qui est dans l'eau. Tout ce qui est fait de poterie c'est de la terre, de l'argile qu'on prend et qu'on cuit au four, on le casse. La Torah a témoigné que la poterie, quand elle est imbibée, on ne peut jamais en sortir ce qui était imbibé. Donc, tout ce qui est fait de céramique, poterie, porcelaine, est utilisable si c'est utilisé en Hametz, et utilisable pendant Pessah. Normalement, c'est imbibé que si on y a mis quelque chose de chaud. Néanmoins, à cause de la khumra, la gravité de Pessah, la coutume, et comme ça écrit le Shulchan Aruch, la coutume est que même un ustensile de poterie qu'on utilisait à froid, tu as un beau plat de poterie comme ça, chinois, dans lequel tu mets les pistaches. Les pistaches, il y a du sel. Le sel, il est collé avec de la farine. D'accord? Même si tu nettoies avec de l'ammoniac, tu nettoies bien maintenant ton vasming, la coutume est terminée. À Pessah, on ne veut pas utiliser un cli, même utilisé froidement, on ne veut pas l'utiliser à froid pendant Pessah. Même si on l'utilise à froid pour le Hametz, on ne veut pas l'utiliser à froid pour Pessah, même si c'est tout propre. Donc, on les met de côté, terminé, on n'utilise pas cela pendant Pessah. Tout ce qui est poterie. Excusez-moi, quand vous dites cuisiner du Hametz, c'est du Hametz Gamour ou bien même si j'ai fait une côte de veau dans ma casserole, est-ce qu'il faudrait que je les cachérise au même titre que s'il y avait du pain dans cette casserole, c'est-à-dire avec le... Si tu as cuisiné que la côte de veau, il n'y a aucun problème. C'est une côte de veau, puis tu as mis un peu de poudre de pain, un peu de farine, Hametz, c'est terminé. Dans le doute, c'est mieux de cachériser tout comme si il y avait du Hametz dedans. Si une fois, Si dans une poêle, je suis sûr qu'il y a jamais eu de Hametz dedans. tu es certain. Sur une grille, quoi, sur un truc, enfin des grillades. Ouais. J'ai mis du Hametz dessus. Ok, ça va. Si c'est certain qu'on a jamais cuisiné du Hametz dessus, ça va. Mais si quelqu'un a voulu prendre son pain 2 secondes et puis faire un peu toaster son pain, terminé. Mais la pita comme ça un peu, hein? Le four. Le four, toute ménagère a fait une fois du pain, des gâteaux, quelque chose. Donc,
il a absorbé du Hametz. Si on aurait dit que la halakha c'est Eterabala, que le Hametz qui a été absorbé, c'est à l'état d'une chose qui est permise, on sera suffi de chauffer le four à 150 degrés, une demi-heure, ça suffit. Tu nettoies, tu nettoies bien tout ton four, qu'il n'y ait pas de traces de Hametz. Après, tu chauffes pendant une demi-heure, 150 degrés, le four, il est permis, tu peux faire tes matzot dedans. Mais la halakha est qu'on considère que c'est Issour Abala, que le Hametz est considéré comme une chose interdite. Donc dans ce cas-là, il faut prendre un chalumeau. Et toutes les parois du four, les passer au chalumeau jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent. Ça veut dire que ton four, tu peux jeter à la poubelle. Donc la pyrolyse est insuffisante. Il faut prendre le four et le fermer avec une corde, avec du papier adhésif, inutilisable pendant Pessah. C'est pas une chouma, c'est comme ça la halakha. Il y a certains avis, aujourd'hui encore, de rabbanim qui disent il suffit de chauffer pendant une demi-heure, bien nettoyer, chauffer pendant une demi-heure et pyrolyse, ça suffit. La halakha pour nous n'est pas comme cela. Celui qui compte sur ce rabbin-là, alors qu'il compte sur eux, mais nous, il y aura un problème aussi au niveau même de se nourrir, de manger des plats qui ont été cuisinés là-dedans. Parce qu'il semble assez clair dans la halakha que Maran Shulchan Aruch considère que c'est Issour Abala, que le Hametz, il dit très clairement, Shulchan Aruch, c'est une des premières halakhot dans les lois de Haggalah, qui dit que des brochettes qui ont été faites en Hametz, il faut les chauffer au feu jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent. Il n'y a aucune différence entre une brochette et un four. Les deux, c'est le feu à sec, donc il faut des étincelles qui sortent. Il y a une différence, la brochette, il y a directement l'aliment. Celui-là, le four, c'est quelque chose qui chauffe l'atmosphère. Et très bien. Il y a un plat en verre. Très bien. Alors s'il n'y a jamais eu de contact physique entre la pâte et le four, et que le plat était toujours entouré de papier aluminium, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus de vapeur, alors le tanour, le four, sera cachérisé de façon beaucoup plus légère. Mais ce n'est pas le cas. Toujours des vapeurs qui sortent, les vapeurs vont, elles montent, et ça interdit, c'est imbibé dans les parois du four, c'est interdit. On m'a dit, le problème c'est les graisses qui sont dans le four. Mais si on met le four à 150 degrés, 300 degrés au maximum, les graisses vont brûler, ils vont tomber, ils vont fondre, et c'est comme ça qu'on cache. Très bien, la pyrolyse, elle est très très bien pour nettoyer le four. Tu nettoies des graisses, tu nettoies du hametz, tout ce qu'il y a. Ça enlève tout ce qu'il y a. Mais ça n'enlève pas ce qu'il y a dedans, ce qui était absorbé dans les parois. Pour faire sortir ce qui est absorbé dans les parois, il faut prendre un chalumeau et sortir avec des étincelles. Et après la pyrolyse, on a trouvé des graines de sésame dans le four. Après la pyrolyse. Encore. Voilà. Ah mais le chalumeau, je veux dire, ça tue le four. C'est ce que j'ai dit. Donc il n'y a pas de solution pour le four. Un four, il y a deux solutions. Ou tu cuisines pas pendant tout Pessah au four, ou tu achètes un petit four, un petit oven pour Pessah, comme on fait au bout d'un moment, quand la femme veut apprendre à faire des gâteaux pour Pessah. Bon, ok. Un four à micro-ondes. Alors on va parler tout de suite de tout cela. On va y arriver, Bézat Hashem. Bien que le four, on le rend inutilisable pour Pessah, il faut quand même le nettoyer, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de Hametz dedans, au niveau de la potion de Hametz. Donc on fera une pyrolyse, on nettoiera bien, on chauffera un petit coup, que tout soit brûlé, pour pas qu'il y ait de Hametz dans le four. Le gaz. Le gaz, alors l'endroit du brûleur d'où sortent les flammes, il n'y a aucun problème, pas besoin de le kosheriser parce que tout le goût qui est dedans, il est nifgam, il est mauvais. Par contre, les trépieds, enfin les morceaux de fer, les grilles sur lesquelles on pose les casseroles. Très souvent, tu fais des pâtes, tu as un peu d'eau avec les pâtes qui est versée là-dessus, et c'est pas en contact sur le feu, donc ces choses-là sont hametz. Alors, la meilleure solution, c'est d'acheter d'autres grilles. Si quelqu'un ne veut absolument pas, alors il faut au chalumeau enlever c'est des étincelles qui sortent, c'est-à-dire que les grilles, tu les mets à la poubelle. Dernière solution qui est possible, si on peut pas faire ni ça ni ça, prendre du papier aluminium gros, assez épais, et entourer toute la grille de papier aluminium. Parce qu'il faut savoir dans les lois de transmission du mauvais goût, si tu as, je vais dire comme ça, j'ai un plat maintenant de viande, une casserole dans laquelle je cuis de la viande, et j'ai maintenant une casserole dans laquelle je cuis du lait. Maintenant, les casseroles se touchent. Si entre les casseroles il n'y a pas d'eau, c'est à sec, rien ne passe. S'il y a un peu d'eau, tout passe. L'eau, elle fait contact pour que ça passe. S'il n'y a pas d'eau, deux casseroles qui se touchent à sec,
C'est permis, parce que vous verrez que dans les avions, les plats qu'on reçoit qui sont avec un bon label de cache-route, il y aura toujours 2 couches. Pourquoi? Parce que tu prends un vol Lufthansa, que mangent les passagers dans Lufthansa? Ben, une côte de jambon, n'est-ce pas? Maintenant, ils mettent la côte de jambon dans le four, après ils prennent ton plat à toi et le mettent dans le four. Le four il est interdit, plein de jambon. Alors comment c'est que je peux maintenant manger? Bien que mon plat, moi, il est caché, néanmoins c'est passé dans le four. Vu qu'il y a 2 couches d'aluminium, et qu'entre les deux c'est complètement sec, donc même si la première elle absorbe du four, ça ne passe pas dans la deuxième, donc ça ne passe pas dans le plat. Le problème est que des fois il y a un peu d'humidité qui sort, et il y a un peu d'eau qui rentre entre les 2 couches d'aluminium, là ça devient un problème un peu plus grave. Quoi qu'il en soit au niveau de la théorie, comme j'ai dit maintenant, si on a 2 choses qui sont sèches, ça ne passe pas. Donc si maintenant il y a du chametz qui est imbibé dans la grille, si je mets maintenant de l'aluminium dessus, alors, vu qu'il n'y a pas d'eau, c'est à sec, entre la grille, le morceau de grille et l'aluminium, c'est à sec, donc il n'y aura pas de passage du chametz hors de l'aluminium. Donc pour Pessah, ça ira. Alors, aussi les espèces de petites capsules noires qui sont sur le gaz, qui sont sur le feu. Le brûleur lui-même, d'où sortent les flammes, ça, il n'y a aucun problème parce que c'est tout le bout de chametz qui est dedans, il est brûlé déjà, il est nifgam, il a un mauvais goût. Maintenant, la partie du gaz blanche, sur laquelle on met la grille. Alors, vu qu'on n'a pas pu de mettre des plats dessus, normalement, il n'y a même pas besoin de cachériser. Mais le minhag, coutume quand même, est de mettre le papier aluminium aussi dans cette région-là, pour qu'on soit vraiment certain qu'il n'y ait pas de problème. Là aussi, ceux qui peuvent s'acheter un petit gaz pour la fête de Pessah, ça vaut la peine, comme ça, on évite des problèmes. Encore une fois, ça c'est en général, si on peut acheter tout en neuf, garder en Pessah, si possible, c'est bien. Sinon, au cours des années, chaque année, on achète un petit truc en plus, comme ça, pour le moment, on a une batterie de casseroles tout aussi importante à Pessah que ce qu'on a en non-Pessah. La plaque chauffante de Shabbat, que l'on met la daf traditionnelle, ou le pain. Des fois, on pose le pain dessus, ou bien il y a un peu de daf qui coule, donc il n'y a rien à faire. Ou on achète une nouvelle, ou on la nettoie comme il faut bien, on la recouvre d'aluminium. Chaque fois que je dis qu'on recouvre d'aluminium, c'est un aluminium qui ne sera pas déchiré durant la fête. Un aluminium solide, bien, qui tient bien. On met 2 couches pour qu'elle soit vraiment bien solide. Dans ce cas-là, ça ira. Faire chauffer une demi-heure aussi, un truc comme ça. Oui. Nettoyer, faire chauffer une petite demi-heure et mettre un papier aluminium dessus. Un chauffe-eau. Pour Shabbat, par exemple. C'est comme ça qu'on appelle un chauffe-eau, un kumkum, d'accord, un doudmaïm. Des fois, on prend du pain, on met dessus des bourrekas, comme ça, pour les chauffer. Alors, si chaque fois qu'on a utilisé le kumkum d'eau pour chauffer du bourrekas ou du pain, on a mis le pain et le bourrekas sur une assiette, donc il n'y avait pas de contact mouillé, c'était le couvercle du kumkum plus une assiette, donc sec, et le pain, donc le kumkum est kasher le Pessah. Rien besoin de cachériser. Si une seule fois on a mis du pain directement sur le kumkum, alors là, déjà, il faut cachériser tout le kumkum, pas seulement le couvercle, parce qu'avec les vapeurs, donc tout le chametz il passe dans tout le kumkum, il faut le cachériser entièrement. Si on a utilisé avec une assiette, mais comme dans certains kumkum, il y a des petits trous dans le couvercle, ça va plus. Pourquoi? Parce que les vapeurs vont dans l'assiette. Donc de nouveau, il n'y a pas 2 couches à sec, il y a une seule couche à sec, ça transmet, et il faut cachériser le kumkum. Comment cachériser le kumkum? Eh bien, on le trempe dans l'eau bouillante. Et l'électrique. S'il est électrique, il est mort. Comme Comme c'est électrique. Je ne sais pas si électrique il est mort. Il y a des fois des kumkum qu'on trempe dans l'eau, après tu les mets 3 jours ici en Israël au soleil, toute l'eau, sans le mettre au contact, toute l'eau elle s'évapore, et le kumkum il fonctionne. C'est risqué, alors on ne sait pas. Un autre kumkum. On avait dit que tous les ustensiles qu'on utilise en klérishon, il faut les cachériser en klérishon, klishini, klishini. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une chose que j'utilise en klishini, par exemple une assiette de métal, on va dire, mais j'ai posé dessus un steak, ou du riz, ou des petits pois. Il y a un doute dans la halakha, on appelle cela khumrat gouche. Problème du gouche. Gouche, c'est une chose qui est compacte. Pourquoi un kli sheni, un deuxième ustensile,
il est moins grave qu'un premier ustensile. L'ustensile qui est sur le feu, il est très très chaud. L'ustensile numéro 2, l'aliment qui est dedans est moins chaud. Tu as du porc maintenant sur la casserole, ça va être absorbé beaucoup plus fort parce que c'est chaud. La soupe de porc que tu mets maintenant dans ton plat, ça va aussi être imbibé, mais moins parce que le plat, il est moins chaud. Pourquoi? Parce que les parois du plat refroidissent l'aliment. N'est-ce pas? La raison, on a un Shabbat, on sait que Kli Rishon Mevachel, tu ne peux pas, si tu mets, je sais pas moi, un morceau de carotte que tu jettes maintenant dans la daf pendant Shabbat, qui est sur la plata, sur la plaque chauffante, tu sauras qu'un interdit de cuisson à Shabbat, parce que le Kli Rishon, l'ustensile qui est sur le feu, il cuit. Si par contre tu prends un morceau de carotte crue et tu jettes maintenant dans le Kli Sheni, dans une soupe qu'on a versée de Kli Rishon en Kli Sheni, la carotte ne sera pas cuite et elle est permise. Alors pourquoi on dit cela? Parce qu'on dit que la soupe, elle est refroidie par les parois de l'assiette, elle a une faculté de cuisson beaucoup moindre. Néanmoins, les poskim me disent c'est quand ça? Quand effectivement tu mets une chose liquide dans le plat, le liquide il est en contact, il embrasse toutes les parois du plat et les parois vont refroidir la soupe. Mais si maintenant je prends un morceau de steak, je prends une boulette de viande, je la prends maintenant de la casserole qui est sur le feu, je la mets maintenant de mon assiette. Est-ce qu'on va dire que les parois refroidissent la boulette de viande? Oui, mais très peu, parce que le contact entre la paroi et la boule de viande, elle est très minime. Tu as du riz. Le riz, c'est des petites boulettes, d'accord? Des petites boulettes, c'est des petits morceaux comme ça, compacts. Alors, est-ce que maintenant on va dire que les parois, elles refroidissent le riz? Tu as du riz en haut, du riz en bas. Est-ce que les parois en bas, elles sont en train de refroidir le riz qui est en haut? Absolument pas. Donc, à Shabbat, le minhag sfaradim, c'est considéré que, une fois que j'ai mis l'aliment dans le Kli Sheni, il ne cuisine plus. Même si c'est une chose qui est compacte. Il y en a qui sont marmirim là-dessus, qui sont sévères sur ce point-là, à dire il faudra faire attention de ne pas, par exemple, mettre du poivre. Quelqu'un qui met du poivre maintenant sur son plat, le poivre risque d'être cuit par la boulette de viande pendant le Shabbat. Nous, on n'est pas tellement marmir là-dessus, que le rabbin Snabachol, lui, il n'est pas marmir. Hamovda, il est oui marmir là-dessus. Il faut faire attention de ne pas mettre du poivre sur une boulette de viande parce qu'elle va cuire pendant le Shabbat. À propos de Pessah, tout le monde est d'accord à cause de la Khumra, la gravité du Chametz à Pessah, qu'on considère qu'une chose compacte, elle n'est pas en Kli Sheni, elle est considérée comme Kli Rishon. Donc si maintenant quelqu'un a utilisé dans son assiette, il a mis du chametz, il avait une boulette de viande qui est faite moitié avec du pain et de la farine et moitié avec de la viande. D'accord? Il a posé maintenant sur son assiette de métal. Bien que cette assiette de métal a toujours été utilisée en Kli Sheni, elle a un statut de Kli Rishon. Pourquoi? Parce que la chose compacte qu'on a mis dessus maintenant est considérée comme non refroidie, vu qu'elle est compacte. Elle n'est pas refroidie par le paroi du Kli Sheni. Donc c'est comme si maintenant c'est en contact, comme si c'est sur le feu. Avec des beignets de courgettes, des beignets de courgettes. Oui. Je les ai fait revenir sur ma poêle, après je les mets sur un plat en verre, en fer, pour les mettre à table, c'est considéré quand même comme un Kli Voilà, le plat en fer, il faudra le tremper dans un Kli Rishon pour le cachériser. Oui, bien sûr, on parle que c'est chaud, au moins 45 degrés. C'est moins 45 degrés, c'est absolument rien. La poêle, normalement, on doit pouvoir la tremper dans un Kli Rishon. Mais qu'une poêle, après une ou deux utilisations, est déjà tellement sale, il y a tellement de couches de graisse et d'huile, qu'on même avec de l'acide caustique qui est testé d'enlever, ça ne sort pas. Donc, il n'y a rien à faire, on achètera une nouvelle poêle pour Pessah, et celle-là, on la mettra dans le placard. La machine à hacher la viande, ou toutes les sortes de hacheuses, etc. Alors là aussi, il faudra faire une agala, une kosherisation en Kli Rishon. Parce que le fait que ça va avec une grande pression, ça coupe avec pression, et que des fois on a mis aussi des choses qui sont fortes, quand cette pression est forte, alors c'est considéré comme si c'est une cuisson. Donc il faudra prendre les couteaux, et toutes les parties bien nettoyées, et les tremper dans le bidon d'eau Kli Rishon. Une hacheuse, une broyeuse de café, d'accord? Comment on appelle ça? Un moulin à café. Si on n'a jamais fait dedans du hametz, alors le café, cachère les Pessah, il n'y a aucun problème. Il faut faire attention qu'on n'a pas cuisiné dedans, qu'on n'a pas broyé dedans du hametz. Mais ça, le café, ouais. Un café Segafredo, il y a
Pardon? Du café qu'on achète en France, du café. Je ne sais pas. Du café n'est pas Hametz. Du café qu'on a mis autre chose dedans, peut-être oui, ça dépend de l'autre chose qu'on a mis. Les tables. Ah, le mixeur. Pour faire des gâteaux, comment on fait? On prend un peu de farine, on prend un peu d'eau et bzzz, t'as un mixeur. Normalement, on devrait que prendre comment on appelle ça, les hélices et elles les cachériser au milieu. Parce que l'appareil lui-même, il n'y a aucun problème. Alors non. Pourquoi? Parce que vu que tu prends de la farine avec de l'eau et quand tu fais bzzz comme ça, et tu as de la farine qui commence à monter un peu partout, ça rentre aussi dans la machine. Et là-bas, par la charge de la machine, avec aussi un peu d'eau, ça devient du chametz. Si tu prends maintenant celle-là pour faire maintenant, tu veux brouiller tes œufs pour faire une omelette, maintenant, une grosse omelette pendant Pessah, alors tu as un peu de chametz qui va tomber de la machine dans l'omelette et ça ne sera pas cachère. Donc le mixeur, c'est-à-dire l'appareil qui sert à mixer la farine avec l'eau qu'on a utilisée en chametz, devra être mis dans le placard du chametz pour Pessah. La table. Une table en bois, le bois est cachérisable. Vu qu'on a utilisé la vérité, on ne devrait même pas devoir le nettoyer. Mais vu qu'on a peur que de temps en temps, des fois on a posé à chaud quelque chose, tu as mangé, tu as pris quelque chose, tu as mis à chaud un bourré-casse, quelque chose de chaud sur la table, un toast que tu as mis sur la table. Donc on prendra de l'eau bouillante et on verse de l'eau bouillante sur la table. Attention, chaque fois qu'on parlera dans tous les cas ultérieurs aussi où on verse de l'eau bouillante, il faut que n'est considéré comme cachérisé que l'endroit où l'eau bouillante est tombée. Pourquoi? Parce que l'eau bouillante, elle tombe, puis après elle va un peu plus loin. Quand elle va plus loin, déjà, elle est plus bouillante. Maintenant, toi, tu viens, tu fais comme ça, tu verses ici, puis après tu continues avec la bouillarde, tu vas là, où l'eau est déjà partie. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas valable. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est versée sur l'eau. Il faut que ça soit sec. Donc tu verses ici, dans la région aussi où c'est tombé, après tu essuies, tu reprends, tu vas là-bas. Ou tu vas d'un coup rapide, tu fais un coup rapide, avant que l'eau puisse s'étendre. Si l'endroit de la région où l'eau tombe, il est sec, alors c'est cachérisé. Plus loin, c'est déjà plus cachérisé. Si tu prends l'eau et tu la verses sur l'endroit où il y a déjà de l'eau, c'est pas cachérisé. Donc on essuie bien et comme ça. Une table en verre, c'est comme une table en bois. Alors lentement, ça c'est pour le bois. Maintenant, si c'est une table qui est en bois cérusé de noyer, et tu prends maintenant d'accord, il n'y a rien à faire. De même, formaïka, c'est quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça en français, d'accord, du faux bois, du formaïka, toutes ces choses-là, ou si tu vas prendre maintenant l'eau bouillante, ta table, elle va être complètement KO, alors une chose beaucoup plus simple, tu nettoies bien la table, qu'elle soit bien propre, tu mets une nappe, si possible que tu scotches un peu ici dans les pieds, ou un linoléum, ou un morceau de plastique, une nappe normale, et ça sera tout le Pessah, et c'est complètement caché, ce que nous faisons chez nous à la maison, il n'y a aucun problème. J'allais dire pour la table, le mieux c'est pas de la pencher et d'aller de bas en haut avec l'eau. Aussi, très bien, absolument. Astuce. Ils en parlent dans les livres. Et tu mets comme ça, et tu verses en bas, après tu verses en haut, toujours comme ça. Très bien. Très bonne idée. Le frigo. Un frigo, d'habitude, ne s'utilise pas à chaud, qu'à froid. Donc, il suffit de bien nettoyer. Ça prend quand même quelques bonnes heures. Parce que là, c'est là où on pose les aliments. Donc, on ne peut pas qu'il y ait un reste de millimètre pour bien voir dans tous les joints, etc. Qu'il n'y ait pas une petite miette de chametz. Idem dans le freezer. Il suffit de nettoyer bien. Pas besoin de cachériser par un moyen de chaleur. Le plan de travail, le granit, le marbre, comme on l'appelle ici en Israël. D'accord? Pour nous, Sfaradim de nouveau. Il suffit de verser de l'eau bouillante. De nouveau, tu nettoies très très bien. Tu regardes qu'il soit bien, qu'il n'y ait aucune saleté, parce que là, sous qu'on va travailler, tu verses de l'eau bouillante, ça suffit. Il y en a qui préfèrent faire plus. C'est une khumra, c'est pas obligatoire, de mettre sur le plan de travail ou du linoléum ou de l'aluminium épais qu'on met. On peut le faire, beaucoup le font. T'as bracha. Mais du point de vue de la loi stricte, tu n'auras même pas besoin de faire l'eau bouillante. Parce qu'on n'utilise pas le marbre à chaud. C'est très rare, d'accord? C'est bon, on a, vu que c'est la khumra de Pessah, etc., donc la coutume est quand même mettre un peu d'eau bouillante sur le marbre, et comme ça, c'est suffisant. Alors, ça nous amène maintenant au kior. Le kior, c'est donc comment on appelle ça? Le lavabo, qui, en majorité du temps, dernièrement, on le fait en Aerostar
en acier, mais durant des siècles, tous les lavabos étaient faits de poterie. Idem, un plan de travail qui est fait de poterie. Là, il n'y a absolument rien à faire. Tu nettoies comme tu peux. C'est bien aussi de verser de l'eau bouillante directement. Et tu recouvres. Alors, ça suffit. Maintenant, si tu veux en plus, pour faire mieux, tu recouvres d'aluminium, comme j'ai dit. Il n'y a aucune différence. Pardon ? Des bassines. Alors aussi, le kior, d'accord. Si tu veux, du point de vue de la loi stricte, il suffit de nettoyer bien, verser un peu d'eau bouillante, ça suffit. Tu veux faire mieux, tu mets une bassine de plastique. Mais c'est pas obligatoire. Tu as dit que l'argile c'était un cachérisé. C'est juste, c'est juste. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une chance maintenant qu'il y a un interdit qui sort de là-dedans ? Si l'assiette brûlante elle est dedans, on la met pour faire la vaisselle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je sais pas, Au pire des cas. J'ai vidé mon plat de pâtes bouillantes, j'ai vidé de l'eau, il y a des pâtes qui sont tombées dans le... Très bien, donc c'était imbibé. Maintenant, il faudrait que tu verses maintenant ta soupe. Tu as pris ta casserole de soupe maintenant, tu l'as versée dans la casserole, et tu vas manger ta soupe dans... Tu as versé la casserole dans le lavabo, tu vas manger maintenant dans le lavabo. Alors, pour les cas extrêmes, que peut-être maintenant dans mon lavabo, je vais utiliser comme tu dis, j'ai versé de la soupe, et je l'ai trempé maintenant la casserole dans la soupe, ça on dira, la cachérisation se fait uniquement rov tashmisho, l'utilisation habituelle. On ne mange pas nos soupes dans nos lavabos. Donc du point de vue... J'ai pris ma marmite qui était sur le feu, je l'ai posée sur le lavabo où il y avait de l'eau. L'eau froide. Quoi ? L'eau froide. Où est le problème ? Vous avez dit dès qu'il y a de l'eau, ça rentre en... S'il y a deux choses chaudes, les deux casseroles chaudes, le lavabo il est froid. Et même si tu m'as dit comme ça, admettons que ça passe, c'est pas une chose habituelle. Rares sont les gens qui prennent leur casserole bouillante et qui posent dans le lavabo. Hein ? C'est pas l'utilisation habituelle, c'est qu'on met nos casseroles, on met nos choses, après on ouvre le robinet, on nettoie. Ça sert à ça un lavabo. C'est pas à mettre maintenant nos casseroles avec le plat bouillant, tu le poses dessus. Et même si tu l'as fait, il n'y a aucun problème. Au niveau de la cachérisation, un lavabo n'a pas besoin d'être cachérisé. C'est au niveau de la loi stricte. Simplement, vu à cause de la khumra de Pessah, alors bien sûr, on doit nettoyer complètement bien, on nettoiera et on passera aussi l'eau bouillante dessus. Voilà, si on fait encore mieux, on mettra dedans une bassine de plastique. Mais ce n'est pas obligatoire. Si pendant l'année on a des bassines de plastique, on les cachérise avec l'eau bouillante, avec des bassines de plastique. Pas besoin, ça revient au même qu'un lavabo. Si tu veux, fais-le. C'est plus simple, tu peux le faire, fais-le. Mais c'est pas... c'est pas obligé. C'est pas obligé. D'autant plus que le plastique, on ne sait pas s'il est tout à fait cachérisable. Est-ce qu'il est solide ? S'il est solide, alors tu le trempes dans le klirishon. On verra tout de suite le plastique, comment ça se passe. L'endroit où on pose la vaisselle une fois qu'on l'a lavé, le séchoir. Vu qu'on l'utilise à froid, il n'y a aucun problème, on peut pas besoin de cachériser. Néanmoins, c'est bien d'acheter quand même, si possible, ça ne coûte pas trop cher, un nouveau séchoir à vaisselle. Au point de vue de la loi stricte, ce n'est pas obligatoire. Le micro-ondes, nouvelle invention qui est sur le marché maintenant. Alors c'est très compliqué. Kebolo carpoto, comme c'est imbibé, comme ça ressort, comme ça on cachérise. Alors comment c'est imbibé ? Tu as mis maintenant, tu avais une soupe à l'oignon et croutons, d'accord, avec des croutons de chametz dessus. Tu as fait chauffer maintenant dans ton micro-ondes. Tu as des vapeurs de croutons qui sont absorbées par les parois du micro-ondes. Comment on cachérise ? Tu prends un bol d'eau que tu mets dedans. Les vapeurs d'eau vont sortir et vont cachériser, et vont sortir toute la matière imbibée de chametz qu'il y a dans le micro-ondes. Néanmoins, la halakha, ça reste un point d'interrogation. Celui qui n'a pas le choix, il lui faut absolument un micro-ondes comme ça. Du point de vue de la loi stricte, il y a des poskim qui disent que ça va. Le mieux, c'est pas utiliser le micro-ondes durant la fête de Pessah. Il y a encore 10 ans, ça n'existait pas. On s'est brouillé sans... Avec un four normal. Parce qu'un four normal aussi, c'est les vapeurs qui font qu'il est plus cachère. Oui, mais là-bas, c'est le feu. Dans le four normal, tu as un feu. Dans les micro-ondes, Micro-ondes, tu n'as pas de résistance, tu n'as rien. Tu as des ondes qui passent. Il y a souvent aussi une résistance en plus. Non, mais Parce c'est que pas souvent, chaud. Les micro-ondes maintenant, ils font aussi grille ou je sais pas quoi. Alors, si c'est un four, c'est un four. Si c'est un four avec une résistance de chaleur, comme ça vient par la chaleur, il faut que ça sorte par la chaleur. Le micro-ondes, tu as des ondes. Tu n'as aucune source de chaleur. Tu as le plat qui chauffe. Le plat qui chauffe, tu le fais chauffer, la même chose. Tu prends de l'eau, tu fais chauffer. Mais vu que ça reste comme un point d'interrogation, le mieux, quand même, c'est Pessah, pas de micro-ondes. Ceux qui ont les moyens s'achèteront un micro-ondes spécial pour Pessah. Comment on appelle ça ? La machine à laver. Le linge ou la vaisselle ? La vaisselle, le linge, ça va. La machine à laver la vaisselle. Du point de vue de la loi stricte, il n'y a aucun problème.
Pourquoi? Parce que tu as mis dedans des assiettes sales avec du chametz. Comment est le principe de la machine à laver? Ça chauffe, tu as de l'eau bouillante mélangée avec du savon qui vont directement casser l'eau avec le savon, elle casse le bon goût du chametz. Le Shulchan Aruch dit, chapitre 95 des lois de Kashrut, Yoredea, que si maintenant dans une casserole, à l'époque, comment ils faisaient du shampoing? Ils prenaient de la cendre qu'il y avait dans le four, dans le feu, et jetaient ça, mélangeaient ça avec de l'eau. Il y a un problème, parce que dans cette cendre-là, il y a des restes de viande et des restes de lait. Or, tu cuis maintenant du viande et de la lait ensemble, ce qui est interdit de la Torah. Dit Shulchan Aruch, vu qu'il y a des cendres, le cendre casse le goût de la viande et du lait, donc il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on appelle de nouveau noten tam lifgam. Le goût, il est mauvais. Donc là aussi, tous les ustensiles qu'on a fait dans la machine à laver, tout le goût qui était absorbé dans les parois de la machine à laver, il est mauvais si on est certain que toujours, lorsque on a fait marcher la machine à laver, et là je ne sais pas, je ne connais pas moi personnellement le fonctionnement, il faut demander à des experts, si nous savons que toujours, lorsque ça commence à chauffer dans la machine à laver, il y a déjà du savon, des détergents qui cassent le goût du chametz, donc on pourra utiliser la machine à laver pendant Pessah. Si on a un doute là-dessus, on ne pourra pas. Tout cela, pardon? Une certaine température de l'eau, non? 45 degrés. 45 degrés, c'est déjà considéré comme cuisson. D'accord? Donc à 45 degrés, il faut absolument qu'il y ait déjà du détergent qui soit mélangé à l'eau. S'il y a l'eau bouillante qui tombe tout seul, le goût du chametz il passe dans les parois, et là, ça rend la machine inutilisable pendant la fête. Pour les Sfaradim et non pour les Ashkenazim, le verre n'absorbe rien du tout. Donc, on peut utiliser ces verres qu'on a durant toute l'année, même qu'on y boit de la bière, de whisky, qui sont complètement chametz, on peut utiliser les verres pendant Pessah. Attention, si les verres sont un peu sales, des fois au bout de certains temps, dans le bas du verre, ça devient un peu brun comme ça, là, c'est déjà pas valable. Il se peut que dans cette partie brune, déjà, il y a du chametz qui était imbibé. Mais si le verre, il est nickel, il est propre, il est transparent, donc, ça va. Les Pyrex. Une vaisselle en verre, alors c'est des assiettes en verre, des plats en verre. Pas de problème. Il faut bien nettoyer, qu'il n'y ait pas de chametz si c'est propre, même pas besoin de cachériser. Tu le prends comme ça, et tu manges. Et tu n'invites pas un Ashkenaz chez toi à la maison. Parce que pour lui, le verre, pour l'Ashkenazim, c'est considéré, vu que c'est fait comment le verre? C'est fait avec de la terre, avec du sable, considéré comme du kheres, comme de la poterie. Donc c'est incachérisable. Pour nous, ça n'a même pas besoin d'être cachérisé. Pour eux, c'est incachérisable. Donc faire attention qui on invite à la maison. Le Pyrex, Duralex, c'est-à-dire les ustensiles de verre qui supportent des chaleurs très hautes, comme lesquelles on fait des gratins dans le four par exemple, une lasagne, d'accord, par exemple, une lasagne bien sûr sans viande. Alors, du point de vue de la loi stricte, c'est comme le verre, pas besoin de cachériser. Néanmoins, on évitera d'utiliser cela en kli rishon. On pourrait utiliser un pyrex pour y mettre en kli sheni ou quoi que ce soit, mais en kli rishon, on évitera quand même pendant la fête de Pessah. Le plastique. Le statut du plastique aujourd'hui, c'est une chose intermédiaire comme du métal. Comme du métal, pas comme le verre qui n'a pas besoin d'être cachérisé, pas comme la poterie qui ne peut pas être cachérisée, ça peut être cachérisé comme le métal. Donc celui qui a utilisé des choses en plastique devra le cachériser comme du métal pendant la fête de Pessah. Néanmoins, les morceaux de plastique, les ustensiles en plastique qui sont délicats, ne sont pas cachérisables. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on ne va pas bien les cachériser. Tu prends maintenant, on va dire, je ne sais pas moi, un biberon d'enfant. Et avec le bouchon par exemple, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis de la daïsa, d'accord, de la semoule pour enfants, je ne sais pas, un pudding avec du chametz dedans. Maintenant, tu le verses dans le bidon d'eau avec l'eau bouillante, et il risque de ressortir tout complètement quetch, tout complètement fondu. Donc on a peur que la personne ne va pas faire la gala, il ne va pas mettre la température de l'eau à fond comme il faut en train de bouillir. La cachérisation ne sera pas valable. Donc pour tous les ustensiles de plastique qui sont délicats, qui risquent d'être fondus, modifiés par la cachérisation n'est pas valable. On dit, on a peur que la personne n'a pas cachérisé comme il faut, donc on interdit tous ces ustensiles-là. Par contre, si c'est fait avec du plastique solide, qui peut supporter une chaleur de 100 degrés pendant quelques secondes, donc la cachérisation sera valable pour le plastique. L'émail. L'émail, c'est un doute. Est-ce que c'est de la poterie? On ne sait pas ce que c'est l'émail. Tu prends un morceau de fer, tu mets dessus une sorte de poudre comme ça que tu chauffes, ça fait
Quel est le statut maintenant de cette chose-là? Est-ce que c'est considéré comme du métal, considéré comme la poterie? On ne sait pas. Donc, dans le doute, on s'abstient et l'émail sera interdit pendant la fête de Pessah. En cela, on finit les lois de cachéritisation. Y a-t-il des questions? La vitre céramique. La céramique. Céramique, on dit que c'est comme poterie. Pardon? Couronne fausse dent. La céramique, c'est... Alors, on nettoie très bien et ça suffit. Si On on... peut pas l'enlever. Pardon? Si on a une fausse dent qu'on peut pas enlever. Oui, mais tu l'as jamais utilisé en clérichon, t'as pas trempé ta dent sur le feu. Donc, on nettoie très bien les dents. Ceux qui ont un dentier qui est portable, je vais expliquer cela, on nettoie bien. C'est bien s'il peut, si ça ne casse pas le dentier, de verser de l'eau bouillante dessus. Ça suffit. Sinon, si on n'arrive pas à verser l'eau bouillante dessus, ça suffit aussi simplement en nettoyant. D'autres questions? Baruch Adonai, merci de votre attention.